le manque d'infrastructures au Congo. Quand vous regardez en pleine capitale à Kinshasa, dans un pays réputé avoir 43% des réserves forestières au monde, vous avez en pleine capitale Kinshasa des écoles où les enfants s'assoient même les sols sans table-banc. C'est criminel. Vous avez en pleine capitale des foyers entiers sans lumière. Pendant ce temps, vous dilapidez, vous bradez les richesses de votre pays qui pouvaient vous permettre d'avoir des devises et réinvestir, injecter dans le développement local. Donc, c'est tellement criminel cet acte. Je pense que, à la limite, les gens qui doivent être poursuivis, ce sont les autorités congolaises qui ont signé ces accords pour protéger exactement certains hommes politiques. Certains hommes politiques qui sont les protégés des Américains et de ces sociétés-là, qui ont, n'est-ce pas, spolié la RDC et malheureusement qui financent indirectement ou directement les groupes, les bandes armées qui pullulent à l'Est dans l'objectif de piller les ressources du pays. Donc le jeu c'est quoi en réalité? Déjà, je ne retournerai pas sur la prétention d'une justice universelle qui serait à l'origine de cette saisine par les États-Unis d'Amérique. Je n'y reviendrai pas, peut-être que ça reviendra après. Mais je reviens sur le mécanisme même de l'exploitation de l'Afrique par ces multinationales. Vous savez, aujourd'hui, financer une guerre coûte énormément plus cher que corrompre les élites dans l'objectif de faire main basse sur les richesses d'une nation. Vous voyez? Et ce n'est pas que le Congo, le cas du Congo est encore plus grave que celui du Cameroun, parce qu'au Cameroun, on parle de corruption. Je pense que c'est même ça le sujet. Mais dans le cas du Congo, c'est plus grave parce que, en même temps, cet argent qui aurait pu être injecté dans l'économie du pays finance en même temps le réseau mafieux qui finance les réseaux, les bandes armées dans le seul but de piller les ressources du pays. En fait, le but, ce n'est pas tant de piller les ressources, mais de créer l'insécurité. De faire fuir les populations pour laisser l'accès libre à ces multinationales-là d'exploiter vos richesses. De pêcher en nos troupes. Vous voyez, donc ils créent l'insécurité et c'est financé par ces multinationales. Et quand ils créent l'insécurité, les populations fuient, les populations abandonnent, désertent leur village, leur territoire, et les sociétés viennent en toute illégalité, en toute sécurité. Ils font des jauges, ils exploitent, et ces exploitations-là ne bénéficient pas aux pays concernés, surtout que ça se passe carrément hors contrôle des autorités. Malheureusement, c'est toujours avec la bénédiction de certains nationaux, de certains hommes politiques corrompus qui favorisent ce genre de choses. Et vous allez constater, par exemple, dans le cas du Congo, c'est malheureux. Quand vous regardez ces pays, ce qu'a été la GECAMINE, c'est une compagnie concessionnaire à l'époque coloniale qui s'est perpétuée. Et aujourd'hui, quand vous parlez des richesses au Congo, mais c'est vraiment les jours et la nuit. Parce que ces pays riches, qualifiés de scandales géologiques, quand vous regardez la misère de sa population, vous avez à peine envie de vous demander est-ce que les richesses qu'on nous vante là existent réellement. Mais quand vous regardez les réseaux que ça alimente en Afrique et l'intérêt sans cesse croissant de ces multinationales à venir gangréner ces pays, à mettre le pied sur ces vastes territoires, vous vous dites mais que font les hommes politiques congolais? À la limite, c'est criminel, pour répondre à votre question, c'est criminel, c'est une déliquescence dramatiquement avancée de l'élite politique congolaise qu'il faut dénoncer. Et moi, je pense, comme je l'ai écrit dans mon livre en 2015, et ce que je suis en train de publier même cette année, qu'il faut une révolution violente en Afrique pour chasser certaines incompétences de la sphère du pouvoir. Est-ce là la voie royale pour sortir de la corruption, ce fléau qui grippe les économies africaines? En tout cas, le sujet d'aujourd'hui pose cette problématique pour déterminer les solutions idoines les mieux appropriées aujourd'hui. Le mutisme dans lequel s'est terré les responsables qui étaient en charge de la SNH et de la Sonara, deux entreprises citées dans le scandale Glencore, comment l'expliquer aujourd'hui? Le chiffre de 7 milliards a été avancé comme pot de vin reçu justement dans la période qui va de 2010 à 2013 par les responsables de ces deux structures étatiques. Comment expliquer le mutisme dans lequel se terrent non seulement ceux qui étaient aux affaires en ce moment, mais également le gouvernement du Cameroun qui jusqu'ici n'a pas réagi? Non, je pense que vous avez une coudée de retard sur l'information.
D'autant plus que celui qui était aux affaires au niveau national, M. Metouk, qui est actuellement en prison, après des années et des années de détention sans que un procès puisse se tenir. Oui, il a dit qu'il n'a jamais, baptisé avec Glencore. En fait, je parle des autorités camerounaises. Même au niveau des autorités camerounaises, je crois que la SNH a réagi aussi, oui, et a démenti justement en demandant des preuves. Des preuves. Bon, l'État camerounais ne peut pas mieux se prononcer que par le biais de cette structure qui est en charge, n'est-ce pas, de ces questions-là. En d'autres termes, c'est le max qu'il pourrait faire dans cette affaire. Oui, mais parce que tout le monde est embarrassé dans l'affaire. Ce n'est pas l'État camerounais qui a lancé une enquête pour lever ce lièvre. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont levé le lièvre et qui indexent certains hauts commis d'État camerounais d'avoir participé à cette vaste escroquerie, mais à ce pillage organisé avec cette main historique Glencore pour déposséder notre pays d'une partie non négligeable de ses ressources. Sous l'égide de l'ex-bâtonnière à Kirimuna, l'opposition tente de s'organiser pour ouvrir une enquête. Est-ce que ça ne devrait pas venir justement des autorités? Bon, c'est déjà bien que le bâtonnier à Kirimuna se lance dans cette guerre-là. Mais moi, je veux aller dans le fond de l'affaire. Je veux aller dans ce qui est pilier dans cette histoire-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où de temps en temps, certains brigands, certains pyromanes veulent jouer les pompiers. Tout simplement. Nous sommes dans un système, le système capitaliste dominant, qui a pour base le fait qu'il faut faire des bénéfices, mais souvent des bénéfices mirobolants, sans tenir compte, n'est-ce pas, d'une certaine morale, d'une certaine réalité. Vous avez, dans la plupart de nos pays, à un moment donné, avec les difficultés qu'on a eues, avec les plans d'ajustement structurel, tous nos États pratiquement ont lancé comme ça sur la place internationale pour attirer soi-disant des investisseurs. Ils ont dit, nous, chez nous, nous avons ce qu'on appelle les mesures incitatives pour permettre d'investir. Et dans ces mesures incitatives, maintenant, allez voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est par exemple ce que Bénédicte vient de dire. C'est-à-dire un État qui défend les intérêts de son peuple, décide comme ça de signer un accord avec une société privée extérieure en disant, quelle qu'en soit la situation, vous êtes complètement exempt de toute poursuite, quel qu'en soit ce qui va se passer. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Mais où étaient les États-Unis en ce moment-là, quand ce type d'accord était signé? Ils étaient où? Donc, voilà le problème. Moi, de plus en plus, je suis prudent. Tous les actes qui sont pris par ces gens-là, ce n'est pas fortuit. Vous allez voir de plus en plus, on va donner des prix aux Africains qu'ils n'avaient pas avant. On va lancer des procédures comme celle de Glencore pour donner l'impression, n'est-ce pas, qu'enfin, on se soucie de la bonne gouvernance chez nous. Mais en même temps, là, ce sont ces gens-là qui ont des paradis fiscaux dans leur propre pays. Vous savez que certains États américains sont de véritables paradis fiscaux. C'est-à-dire que quand on parle de rapatriement des bénéfices, on les rapatrie, on les fout dans un paradis fiscal qui est aux États-Unis et personne n'en parle. Je ne parle pas des îles Caïmans, hein. Je dis dans les États américains, certains États américains sont de véritables paradis fiscaux. C'est le fonctionnement du capitalisme sauvage néolibéral. C'est lui que les États-Unis doivent questionner. Et non, venez nous jeter des petits œufs comme ça, maintenant qu'ils sont en difficulté sur la géopolitique mondiale, pour donner l'impression qu'enfin, ils essaient de faire quelque chose. Vous vous souvenez de la question du pétrole tchadien? Comment le Tchad a été complètement niqué, excusez-moi le terme, par ces grandes entreprises soi-disant américaines. C'était quoi? C'est-à-dire, les gars disent oh bon, nous on veut partir, on va revendre à l'État tchadien nos parts, parce que bon, on estime qu'on a mieux ailleurs. Et c'est fait. Sauf que ils sont déjà au courant que dans les mois à venir, il y aura une chute brutale du prix du pétrole. Finalement, l'État tchadien se retrouve avec des obligations pourries. Mais dans la manœuvre, il a fait en complicité avec de hauts fonctionnaires tchadiens. Ça, tout le monde le sait. Les États-Unis n'ont pas poursuivi cette société. Et là, je rejoins pour dire que tous les débats là, toute la démonstration qu'on va faire sur le sujet, je vais être bref, là tout à l'heure, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que nos dirigeants écoutent?
Est-ce que ça leur parle? Comment vous pouvez comprendre que les gens viennent chez vous, des sociétés soi-disant d'exploitation minière, d'hydrocarbures, etc., etc., et on nous présente des accords dans lesquels c'est stipulé que c'est parce que c'est eux qui ont fait la recherche, c'est eux qui ont fait l'exploration, c'est eux qui font l'exploitation. Donc, in fine, à la fin, tu te rends compte que les gars, eux seuls, ils ont 80% de tout ce qui va sortir de là. Et ils laissent aux autres 5%, peut-être à l'été 15%. Et quand vous voulez ouvrir votre bouche, on dit que non, ils ont apporté une technologie de financement que vous n'avez pas. Selon vous, c'est quoi ça? Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Pour apprendre après que des sociétés comme Total ont fait des bénéfices hors normes dans un pays comme la France. Vous savez, on n'ose même pas vous donner le chiffre réel. On va continuer de vous dire que parmi les 10 milliardaires les plus puissants au monde, ils ont des actifs qui sont supérieurs à tout le PIB de l'Afrique. Et c'est quoi ça? C'est un système qui fonctionne comme ça, qui peut permettre justement que des gens viennent nous raconter des conneries, des bobards, en nous donnant l'impression qu'ils s'intéressent à nous maintenant qu'ils sont en difficulté. Vous avez appris que la centrale thermique de raffinage au Texas a pris feu, non? Donc tous les Occidentaux là qui pensaient se fournir en pétrole, le gaz de schiste à partir des États-Unis, chacun commence à se mordre les doigts. Ils font ça pourquoi? Ils font ça pour déstabiliser davantage nos États qui ne comprennent pas. Et les obliger plus tard à signer des accords léonins qui vont les permettre de prendre pour un franc symbolique nos hydrocarbures ici chez nous, parce que dans la guerre mondiale qui s'est déclenchée là, il y a un gros problème. Comme tout le monde veut couvrir les siens, tout à l'heure, Bénédicte vous donne des exemples. On va vous dire, bon, si vous ne voulez pas qu'on pousse loin le bouchon, donnez-nous telle concession, donnez-nous telle autre concession. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que quand je vous parle de la nécessité pour notre continent d'aller très vite à l'unité politique de notre continent par le bien d'une fédération des États-Unis d'Afrique, les gens prennent ça, ils me disent, ben, c'est un rêveur. Oui, je suis peut-être un rêveur. Mais si nous ne le faisons pas, ce qu'on voit là, ce n'est que le début. On va continuer à nous vendre de la fausse marchandise comme ça, en pensant que ce sont des gens qui nous aiment bien, qui veulent assainir, qui veulent apporter des comportements hygiéniques dans la marche des choses, et surtout le management de nos États, que nous serons encore foutus du doigt dans l'œil. Ce qui se passe, c'est que tant que nos États ne seront pas souverains, tant que nous n'allons pas muscler le jeu avec des entités puissantes, capables de bien protéger nos intérêts, à partir des accords jusqu'aux exploitations, et effectivement, comme l'a dit Maître tout à l'heure, nous allons continuer à barboter comme ça dans cette opacité, n'est-ce pas, où de temps en temps, il faudra que ce soit les États-Unis qui viennent nous expliquer que certains de nos fonctionnaires avaient été corrompus par des sociétés privées dans l'exploitation de nos richesses, comme si nous ne le savions pas. Qui peut nous dire, dans un pays comme le Cameroun, quel a été l'accord qui a été passé lors de la privatisation nationale entre l'État camerounais et ce groupe-là? Qui peut nous dire? Qui connaît? En dehors de quelques-uns. C'est valable aussi pour Camboten, qui est la CSNET, c'est valable aussi pour la régie FEDCAM. Si vous avez la chance d'aller voir le type de contrat de cession de ces entreprises phares de notre pays, vis-à-vis de ces entrepreneurs privés et étrangers, mais vous pouvez vous suicider. Mais c'est ça le monde capitaliste comme il existe. C'est comme ça qu'il aime ce monde capitaliste. C'est comme ça qu'il aime. Voilà. Donc, qu'on ne vienne pas raconter des bobards une fois de plus aux nôtres, comme si nous ne le savions pas. Nous savons que la plupart des contrats, n'est-ce pas, qui sont tissés et signés entre des sociétés privées étrangères et la plupart de nos États africains, sont imbibés du sceau de la corruption à un très haut niveau. Et c'est ce qui explique que nos États ne parviennent pas à décoller. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. L'État entretient une opacité terrible vis-à-vis de ces contrats, oubliant que nous sommes dans des espaces qui veulent réellement décoller et dont on demanderait quand même que nous ayons la tête de nous. Les gens sont capables de défendre nos intérêts. Ce qui est grave dans l'affaire. D'accord. C'est que cette corruption-là... On sortira par là. Oui, je sors par là. Cette corruption-là, l'argent qui est engrangé de cette corruption, elle ne participe même pas, même sur le plan privé, à essayer de davantage aider à faire de nos pays des véritables pays. Vous allez voir le retour, c'est-à-dire que la trajectoire de cet argent de la corruption va remonter
et être logés dans les paradis fiscaux. Et on connaît le cas de Mobutu. Je parle face à un Congolais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, une bonne partie de l'argent pillé du Congo n'a jamais été rétrocédé ni au Congo, ni à sa propre famille. Même pas 2%. Et voilà Même le pas drame 2%. dans lequel nous sommes depuis très longtemps. Et je suis souvent offusqué quand j'entends certains dire « Je suis l'ami des dictateurs ». Comment on peut être l'ami des dictateurs dans un environnement pareil? Il faut que l'Afrique se réveille. Le réveil de l'Afrique, à quand? Allez, quelle est votre lecture, justement, Christelle Fanga, sur ce scandale Glencore, avec le cas particulier du Cameroun? On rappelle que c'est 10,5 millions de dollars qui ont été versés en pot de vin, c'est l'équivalent de 7 milliards de francs CFA. Votre lecture, justement, sur la sortie peut-être timide du gouvernement complice? Pourquoi le gouvernement parlait de quoi? Parce que c'est inadmissible. On connaît le projet des États-Unis et de la France. Vous savez qu'on a porté plainte au fils de Le Drian au Mali, non? Qui est inclus dans plusieurs scandales. Vous savez que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, était le VRP de toutes les sociétés françaises au niveau de l'Afrique, non? C'est lui qui portait leur contrat, il partait en Guinée, il partait en Côte d'Ivoire, il venait au Cameroun, il partait un peu de partout pour négocier pour les sociétés françaises, non? Et vous savez les scandales qui sont cachés derrière toutes ces sociétés-là. Quand vous demandez à l'État le mutisme ou bien la timidité de l'État du Cameroun, mais quel État? Il ne devrait pas être interpellé, c'est ça? Mais on a d'abord un État. On vit dans une république bananière. Presque partout en Afrique. Parce que quand on fait la fixation, on va penser que c'est seulement le Cameroun. On vit dans des républiques bananières. On vit dans des no-man's land où chacun fait comme il veut. En fait, on est en train de danser la pingis. Chacun fait comme il veut. Chacun se taille une portion de pouvoir. Chacun essaye de tirer les maillons, les marrons du feu pour qu'il allume son feu particulier. Et finalement, ce feu même ne s'allume pas. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas l'intérêt national en priorité, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez aller nulle part. Tous ceux qui ont gardé l'argent là dans les paradis fiscaux, ils sont où aujourd'hui? Ils pleurent. Tous ceux qui ont pris sous couvert d'être des représentants de ces sociétés étrangères-là, ou bien qui ont aidé ces sociétés étrangères, la plupart se retrouvent en prison. Prenons le cas du Cameroun. Ils sont nombreux qui sont en prison aujourd'hui. Quand vous prenez un port, un terminal à conteneurs, vous donnez à un individu comme Bolloré. Rien, pour gratuit. Parce que jusqu'à présent, Bolloré n'a aucun contrat de concession du port autonome de Douala. Si vous voulez aller vérifier. C'est la lettre d'un secrétaire général à président de la République qui dit que donnez le port à Bolloré. Parce qu'en réalité, Bolloré combat contre celui qui gagne la concession, s'appelle Procosa. Procosa. Mais Bolloré se retrouve finalement l'adjudicataire du terminal à conteneurs, sans aucun document, il n'y a aucun contrat. Mais il a exploité pendant 15 ans. Et c'est ce même Bolloré qui porte plainte aux autorités camerounaises et qui gagne dans la justice camerounaise. Vous comprenez quelque chose à cela? Ça, c'est le cas du Cameroun. Si vous allez ailleurs, Négotrans a été chassé du Togo par l'armée au Togo. Alors que c'est Négotrans qui gérait le terminal à conteneurs du port de Lomé. Mais parce que Yadema était l'ami de Bolloré, ils sont des amis, on est venu chasser Négotrans malgré les contrats. Donc, vous comprenez, c'est pas pour dire que Négotrans lui aussi était un enfant de cœur, non. Mais il faut comprendre que la corruption, c'est le modèle. Donc, c'est dans les gènes de l'Occident. C'est dans les gènes des sociétés occidentales. Donc, Glencore ne fait que son petit tabac. En réalité, les États-Unis ont coupé une chicotte pour nous fouetter avec. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Les États-Unis ont un projet. Et il fallait trouver un moyen. Comment cette société, quand même, soyez sérieux. Première des choses, on vous cite au tribunal, vous plaidez, maître, vous allez nous expliquer ça. Comment une société, n'est-ce pas, on dit, ok, vous avez corrompu, plaide déjà coupable. Ouais. Prêt à payer tout ce qu'il faut payer pour que... Il y a une enveloppe d'1,5 milliard qui a été disposée. Une société qui va faire des bénéfices. Il faut préciser qu'elle pèse 203 milliards. Mais je dis, soyons sérieux. Il n'y a aucune entreprise, si elle a pu corrompre les autorités camerounaises avec 7 milliards, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'en réalité, elle veut faire des bénéfices.
Mais elle doit payer des lourdes sommes pour dédommager. Et qui? Les Américains. Bien sûr. Pas les Africains. Alors qu'on le suspecte de corruption dans les pays africains. C'est la même chose, ça me renvoie un peu en Guinée équatoriale. Ce n'est plus de l'ordre de la suspicion, hein. Ils ont plaidé coupable, ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits. Vous connaissez la stratégie. C'est simple, non? Plaide coupable pour qu'on puisse avoir de quoi tenir ces pays-là et pour qu'on les impose ce qu'on doit les imposer, point. C'est ça la technique. C'est que non, Glencore fait partie de l'establishment de l'Occident. Vous savez qui est caché derrière Glencore? Vous savez qui sont derrière les actionnaires? Vous savez les propriétaires de la société? On ne vous a pas dit, mais on sait qui sont cachés derrière. Donc on sait que dans la logique, parce que Glencore, les sociétés comme Glencore ne viennent pas seulement pour les achats de pétrole, mais ils viennent aussi pour installer les chefs d'État. Ils viennent installer les gouvernements. Vous le savez bien. Le cas Elf ne nous dit pas. Elf a longtemps travaillé dans ce sens, la Total Elf. Total Final Elf. Vous savez qu'ils ont longtemps travaillé dans ce domaine-là. Quand vous n'étiez pas d'accord, on vous assassinait. Et c'était eux les chargés de recrutement des mercenaires. Ou bien de l'alimentation des rébellions qui étaient dans les brousses. Donc, quand vous avez affaire à ces genres de sociétés, il faut prendre du recul. Donc, parler de scandale de corruption de Glencore, ce n'est qu'un grain de sable dans la mer. Parce que les États-Unis eux-mêmes ne sont pas des modèles. La France, pas de modèle. Angleterre, pas des modèles. Donc, aujourd'hui, nous parler de corruption, oui, nos États, on a raison de dire que nos États ont besoin de souveraineté, ont besoin des hommes vrais, des hommes capables de prendre des vrais engagements pour le peuple. Mais sachez que ceux qui veulent nous donner d'abord des leçons ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas venus avec la carotte. Non, ils ne sont pas venus avec la carotte. Ils sont venus avec une main de fer dans un gant de velours, n'est-ce pas? En vous serrant la main, vous voyez le gant, et peut-être même très blanc, hein? Mais alors qu'à l'intérieur, c'est une main qui est en train de vous froisser la main, vous êtes obligé de dire que, mes grands, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Parce que c'est ça la réalité, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire là maintenant. Parce qu'ils savent que géopolitiquement, ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Il faut trouver un élément qui va leur permettre de pénétrer en Afrique et de faire le chantage aux différents États. Regardez le traitement de France 24 de RFI de cette histoire par rapport au Cameroun. Vous allez comprendre que mais ce n'était que quelque chose qu'ils attendaient pour essayer de mettre en mal certaines autorités au niveau du Cameroun. Et quand vous regardez la réaction était claire. Si Metouk n'a pas signé de contrat avec Metouk, c'est ancien DG de la Sonara, avec Glencore, posez-vous la question, c'est avec qui? Talba m'a dit que je n'ai pas signé. C'est alors avec qui? Finalement, on ne comprend rien. La SN a dit que votre affaire là, nous on ne comprend rien. Et d'ailleurs, même il faut se poser la question, Moudouki qui est muette comme une carte. Sortir immédiatement, ça veut dire qu'en réalité, Moudouki ne parle jamais. Hein. Il ne parle jamais. Mais vous avez vu sa sortie. Il a dit, ok, on attend les preuves. Tout simplement. Hein? On attend les preuves. Donc, il faut que les États-Unis et sont leurs amis, parce que c'est leur petit élément, Glencore, c'est leur élément. On ne tombera pas dans leur piège. Il faut leur dire ça. Ça, c'est des épifs. On a des problèmes de corruption chez nous. Oui. Et il faut les régler. Il y a des scandales au Cameroun. Il y a des scandales au Congo. Plus forts, plus puissants que ça. D'accord. Au moins, ça a permis de mettre l'accent ou de faire revenir sur le devant de la scène le problème de la corruption dans nos pays États africains. Est-ce qu'on peut justement juguler ce problème de corruption? Il est aussi vieux que le monde chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Est-ce possible, dans l'univers des possibles, de penser à des États africains sans corruption? La vérité, j'écoute mes aînés ce matin avec un peu de circonspection, à l'exception de Dr Béni Christ, qui garde... Mais je sais où le grand frère va finir tout à l'heure. Il a dessiné la trajectoire. Là où je l'attends, ouais, il ne loupe pas. Au moins là, il brille toujours par beaucoup de cohérence. Une fois qu'on a fini de brailler, de chialer, de crier sur le rôle nocif des États-Unis, de la France, pour reprendre une expression chère, du néolibéralisme abrasif, brutal et sauvage qui dirige et régente le monde aujourd'hui. Une fois qu'on a fini de dire ça, on a fait quoi?
une fois qu'on a fini de dire ça, on a fait quoi? En fait, on a enfoncé une porte ouverte. Les gens qui nous écoutent assidûment, et même les personnes qui ne nous écoutent pas, mais qui lisent la politique internationale, savent que c'est comme ça que ça marche en ce moment. Et que la réponse, ce n'est pas de dire à ton assassin qu'il est ton assassin, c'est de t'organiser pour qu'il ne puisse plus te tuer. D'accord. La réponse à ça, elle est endogène. La société internationale ne se bâtit pas sur des feuilles vertes, je le dis ici. C'est le principe, c'est comme ça que c'est organisé. Ou tu peux faire comme Poutine, ou tu peux faire comme la Chine, ou tu peux faire comme les pays arabes, ou tu ne peux pas, et on te traite comme les pays africains. Si on veut régler ça, le sujet d'aujourd'hui est un prétexte magnifique pour se retourner vers nos dirigeants et dire s'il vous plaît, il n'y a pas 1 million de méthodes. Aimez l'Afrique, aimez les Africains. Ne laissez plus, mettez-vous sous la coupe de vos populations. C'est-à-dire acceptez que ceux qui vous dirigent, ce sont vos populations. Mettez-vous au travail et les populations vont vous maintenir là. Si vous faites ce que vous avez à faire, ne cédez plus. Écoutez, des fois je me projette. Que fait un ministre ou un directeur avec 7 milliards ou 2 milliards ou 5 milliards? Au-delà d'un certain montant, c'est le gaspillage, non? Ce n'est même pas nécessaire. C'est-à-dire que moi, je ne voudrais pas... Je voudrais réfléchir simplement comme un humain aujourd'hui, comme un simple Africain, avec les valeurs de chez nous, de l'approche communautaire de la vie, où on n'élève pas son enfant seul, où le jour où tu vas mettre la dalle ou la toiture chez toi, tu invites les autres. Moi, je suis un Africain qui réfléchit comme un Africain. Je ne sais pas si on se comprend. On a cette approche-là. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces gars organisent un système de prébande et les dirigeants de nos pays se laissent aller à ces pièges-là. Parce que ça leur garantit des soutiens qu'on va leur enlever sans préavis. Parce que quand vous voyez la façon dont c'est structuré en Occident, tu sens très bien que c'est organisé pour que le point de chute soit comme le grand frère patient parfait d'homme disait tout à l'heure. C'est organisé pour que le point de chute soit l'Afrique et qu'on utilise ça pour perturber nos États. Maintenant qu'ils sont en difficulté, maintenant que la Russie vend son pétrole à l'Inde et que l'Inde revend ça au double du prix à l'Europe, on est en train de chercher les moyens on veut distraire l'opinion nationale, on fabrique des pseudo-problèmes comme ça, et à la limite, c'est pourquoi j'ai le blackout. André, c'était... non, André Christelle, moi je préfère. Christelle Fanga disait tout à l'heure que nos pays reçoivent les coups de chicotte parce que nous on a donné le fouet pour se faire fouetter. C'est ça. On a nous-mêmes donné le fouet, oui, pour se faire fouetter. Il faut qu'à un moment donné, nous rappelions de deux choses. Si nous voulons nous en sortir dans cette affaire, il n'y a que deux pistes possibles à explorer. La piste des dirigeants et la piste des populations. Les populations doivent élire à la tête des États africains, des panafricanistes ou des personnes qui sont habitées par un réflexe panafricaniste et africain. Les populations doivent s'éduquer, s'instruire. Il faut que parce qu'il n'y a que les populations africaines qui peuvent véritablement mettre la pression sur les dirigeants. Il faut qu'on sorte de l'idée que un jour, l'Occident va changer de fusil d'épaule et commencer à agir pour nous. C'est un rêve. En fait, il y a deux types de noyades. Vous pouvez commencer à vous noyer par les pieds et on vous sauve avec votre main qui est tendue. Vous pouvez commencer par la tête. Et là même celui qui essaye de vous sauver va mourir avec vous. Il faut qu'on sorte de la noyade par la tête et qu'on essaye en tant que population de se structurer, de s'éduquer, de s'émanciper des réflexes qui font que les politiciens reviennent tout le temps nous utiliser comme du bétail. Et puis, du côté des politiciens, qu'ils changent d'esclaves, qu'ils changent de maîtres. En fait, qu'ils choisissent les maîtres africains, c'est-à-dire leur population, plutôt que les maîtres occidentaux, qui, travaillent contre l'Afrique, et puis qui, deux, travaillent même contre eux, parce que dès qu'ils peuvent se servir de nos dirigeants comme des fusibles pour régler, pour améliorer leur posture en interne chez eux, ou bien pour améliorer la mainmise sur les richesses africaines, ils n'hésitent pas.
Alors, le peuvent-ils seulement? La question, on vous la pose, docteur Bénicris. Revenons justement à la base. Pourquoi est-ce que les vraies corruptions est si prodigieusement semée, ancrée et florissante en Afrique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut bien expliquer? Pourquoi Parce que nous avons, là j'ai aimé tout à l'heure le développement de Christelle Fanga lorsqu'il a vraiment déclaré haut la nature des républiques et des États que nous avons. Nous avons des républiques bananières. Il ne faut pas avoir honte de les dire. Pour, une fois de plus, mettre ceux qui pensent être les détenteurs du pouvoir public, qu'ils ne foutent rien de bon, qui peuvent être acclamés par les Africains, tant qu'ils continuent de se comporter comme des valets locaux de ces gens qui pissent et avec cette eau-là, on vient laver la tête des Africains. C'est ça qu'il faut dire. Donc, je pense que l'ampleur de la corruption en Afrique est visible par la faiblesse de ceux qui dirigent nos pays et l'impuissance de nos structures de gouvernance. Parce que les États-Unis est plus corrompu 100 milliards de fois que le Cameroun. La France est corrompue 10 milliards de fois que tous les pays francophones d'Afrique. Voyez-vous? Parce que l'autre parlait tout à l'heure de scandale de Elf. Mais il faut voir comment l'élite politique française est mouillée jusqu'à la mort épinée dans la corruption. Même Savannah. Voyez, au Tchad. Voilà, Savannah qui a succédé à Exxon, Savannah Nedji qui a succédé à Exxon Mobil. Donc, voyez-vous, c'est parce que nous avons des États faibles. Ce n'est pas à cause des Glencore qu'on parle maintenant de la corruption au Cameroun. Il y a cela 2 décennies, on nous chantait que le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde. Sinon, le premier pays les plus corrompus au monde. Voyez-vous. Oui, souvent des critères élaborés par celui qui est lui-même parti à l'affaire. C'est dû à quoi? Chez nous, on dit que celui qui peut indexer des sorciers, ce n'est que celui qui est lui-même. Donc si le corrupteur vous dit que le Cameroun est corrompu, c'est parce que le corrupteur lui-même, celui qui indexe lui-même les rebonds, le plus grand corrompu, il connaît ce qu'on appelle la corruption. Voyez-vous. Mais sur le plan macroéconomique, ce qu'il faudrait donner comme information à nos téléspectateurs, c'est que, en fait, il y a des structures qui sont mises en place de manière globale ou de manière planétaire pour perpétuer la domination de l'Occident. Et dans cette domination-là, il y a 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la force. Comme je vous le disais, qu'on ne vous trompe pas que la démocratie est à la base du développement en Occident ou en Europe, c'est faux. C'est la prédation des richesses des autres. Mais seulement, ils ont mis des structures de gestion de ces richesses-là, de ces legs de la prédation pour créer de la richesse chez eux. Ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, la corruption. Même au sein de leur structure, ils ont ce qu'ils appellent par exemple le secret d'État. Vous savez, 90% de ce qu'on appelle secret d'État, c'est quoi? C'est des criminalités. C'est des crimes et des crimes. C'est ce qu'on appelle des secrets d'État. Parce que si vous mettez ça à la disposition du public, mais c'est scandaleux. Voyez, donc ils ont mis des structures de corruption partout et ils créent une élite qu'on appelle une élite aliénée. Je suis en train de constater un phénomène, ça fait déjà plus de 3 décennies. Je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus. J'ai appelé ça l'idiocratie planétaire. Ça veut dire que l'Occident fait de manière à ce que nous ayons des idiots à la tête des États partout dans le monde pour pouvoir étendre les tentacules de leur domination. La cacocratie. Parce que si vous n'avez pas des idiots à la tête des nations, non, ils ne peuvent pas dominer le monde. Vous voyez, à la place, lorsqu'ils ont des gens qui pensent par eux-mêmes, comme nous avons connu les Lumumba, les Thomas Sankara et les autres, ils passent par la criminalité, point barre. Mais pour qu'ils ne dépensent pas assez d'argent à conspirer, à chercher comment abattre, comment tuer l'autre, ils ont besoin des idiots. Parce que les idiots, ils peuvent être n'est-ce pas, ils sont malléables à souhait, ils sont corvéables, ils sont... c'est-à-dire qu'on peut les acheter. C'est ce que les grands frères appellent le plavantisme. Donc ils sont là, on peut les acheter. Mais tout ce qui les intéresse en réalité, ces idiocrates, c'est du fait qu'ils ne sont pas là pour la majorité. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux. Et regardez comment dans un gouvernement... Ils ne méritent pas leur position, donc du coup ils sont loyaux envers les maîtres qui les y ont mis. Et regardez même dans un seul gouvernement comment ils s'entre-déchirent entre eux. Et quand vous allez regarder la base même de ce tiraillement, c'est juste le positionnement inutile, l'argent à la base. Donc comment gagner, tirer la couverture de son compte pour gagner, tirer profit des accords léonais qui soumettent nos pays, c'est-à-dire qui dénigrent notre humanité vis-à-vis de l'autre, qui pense que parce qu'il a déjà conquis une certaine élite
n'est-ce pas, une élite qu'on appelle comprador, moi j'appelle les idiocrates. Ces idiocrates-là, ils sont là, ils ne nous représentent pas, mais ils continuent de jouer les jeux du maître. Donc la corruption en réalité existe que parce qu'il y a un corrupteur. Ça, il faut le savoir. Et qui corrompt tous les gouvernements du monde? C'est l'Occident en réalité. C'est lui qui a intérêt à dominer sur l'autre. C'est lui-là qui va mettre les stratégies de corruption. Et quand il vous corrompt, il vous tient par la corruption. Une élite corrompue ne peut pas promouvoir des politiques de développement local. Parce que la corruption veut dire vous avez bradé une partie de vos richesses pour vous enrichir vous et pas pour enrichir les peuples. Sinon, comment vous pouvez imaginer une élite consciente? On vous dit une élite camerounaise, une élite congolaise, des pays riches, on vous dit que vous êtes des pays pauvres et très endettés. Et vous voyez le président de la République, il passe à la télé, il vous dit, pour sortir de la pauvreté, vous êtes pauvre depuis quand? Qui vous a dit que vous êtes pauvre? On vous parle du plan d'achèvement, nous allons atteindre le point d'achèvement sur le point d'achèvement, nous avons atteint le point d'achèvement de PPT. Mais attends, à Mondo Vision, les gens qui ont été à l'école, comment pouvez-vous accepter ça? Si quelque part vous n'êtes pas tenu par des histoires qu'on ne peut pas expliquer au public. Donc, c'est ça la nature de l'élite que nous avons. Et là, je vais dire à M. Franklin, mon ami Franklin, ce genre d'élite, quand vous en avez à la tête de votre pays, on ne les supplie pas qu'ils prennent conscience. Parce qu'ils sont ainsi fabriqués pour gangréner les efforts de développement. Qu'est-ce qu'on fait de cette élite-là? Il faut les écarter, point barre. Comment? Par la voie des urnes? Il y a deux façons. Si vous pouvez y parvenir par la voie des urnes, là, il faut interroger donc les systèmes électoraux des pays africains. Puisque ces systèmes électoraux sont très généralement favorables au régime en place, qui continue de servir les intérêts de l'Occident, qui manipule au gré. Nous savons, par exemple, au Gabon, lorsque le père Bongo était là, et lors des élections, l'opposant, comment il s'appelle encore cet opposant? Oui, il avait gagné les élections. Et vous savez que même Bongo ne lui a pas caché ça. Non, non, pas lui. L'autre, j'ai le nom, ça va revenir. Après, Bongo l'appelle. Après, je crois 3 mois, Bongo l'appelle pour lui dire, tu sais, tu avais gagné les élections, c'est vrai, mais tu n'es pas prêt à préserver le Gabon des intérêts puissants qui pèsent sur ce pays. J'ai les documentaires, c'est à Mondo Vision, c'est même pas un secret. Voyez-vous? Donc, ils ont le manette, ils ont le contrôle du système électoral, ils peuvent modifier les constitutions et se pérenniser au pouvoir indéfiniment. Parce qu'ils sont établis là pour servir des intérêts particuliers qui échappent. Parfait, tout à l'heure, disait ça. Allez revoir les contrats, les clauses entre nos États et certaines entreprises privées, étrangères. Allez-y, mais vous aurez les mots de tête. Vous n'allez pas comprendre que ce soit vraiment des peuples, des Camerounais ou des Congolais qui signent ce genre de contrats. Si vous dites aux Congolais, c'est que le gouvernement congolais a libellé là pour protéger une multinationale qui, du reste, finance les bandes armées, qui détruisent la stabilité du pays, qui pille les richesses du pays et qui fait des profits énormes pendant que le peuple congolais peine à vivre avec $1 par jour. Mais vous allez trouver que ces gens sont des criminels. C'est ahurissant. Et là, je chute par là en disant, comme le disait encore Thomas Sankara, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Je pense que le travail que nous faisons au quotidien, c'est pour prendre conscience au peuple que si vous ne prenez pas votre destin en main, tous ceux qui sont établis là, qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, ne rouleront jamais pour vos intérêts. Merci. Alors, en quelques secondes. En quelques secondes. Vous avez vu, si vous avez bien écouté, Dr Béni Christ, il a dit qu'il y a 2 façons. Il n'en a élaboré qu'une. Et je suis sûr. Je connais son... Non. Il est très intelligent. Il ne pouvait pas citer autre chose que ce qu'il a cité. Parce que la deuxième hypothèse, nous en tant que panafricanistes, et on se parle pas seulement sur le plateau, on se parle en dehors, on ne peut pas envisager l'hypothèse de proposer des changements non démocratiques. Donc, ou alors qui ne traduisent pas, qui ne sont pas pacifiques. Je préfère l'expression pacifique plutôt que démocratique, parce que dans démocratique, il y a encore... le parfum d'ailleurs. Oui, le parfum d'ailleurs, merci. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est face à une situation où, comme je l'ai dit, soit les politiciens changent, mais je ne l'ai pas élaboré de façon fortuite. C'est que
Il ne faut pas désespérer de l'esprit humain. La question que je voulais poser à Parfait et que vous pouvez vous partager la réponse justement, c'est puisque le corrupteur est si puissant, pour le cas de Glencore, on dit qu'il pèse quand même 203 milliards, est-ce que les pays africains, les élites, ont de quoi dire non? Justement, est-ce que cette corruption-là, au final, n'est pas une sorte d'imposition qui fait en sorte que vous disiez non ou pas, on va y arriver, on va arriver à nos fins? Justement, si on avait des hommes politiques qui pensaient à leur pays et à l'Afrique, peuvent dire non? Oui. Peuvent dire non aux États-Unis, peuvent dire non à les grandes puissances? Absolument. Absolument. D'autant que ce que l'on oublie souvent, c'est que si l'Afrique, c'est une hypothèse grosse, mais si l'Afrique se ferme un jour, c'est le monde qui pleure. C'est pas l'Afrique. Le jour où l'Afrique, s'il y avait une porte, si l'Afrique était une maison, si l'Afrique ferme sa porte, vous entendrez les gémissements, les hurlements du monde. Les hurlements du monde entier. Ils pleureraient. Ça va être rouge de sang autour de nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, on a les outils pour tenir. En avons-nous la volonté? En avons-nous, je veux dire, le soubassement idéologique? C'est ce qui manque à nos chefs d'État et à nos dirigeants en général. Mais plus que cela, et c'est pour cela que j'apprécie, que je me suis permis d'intervenir, c'est que c'est les populations qui, in fine, vont faire la différence. Il faut s'éduquer. Et c'est peut-être le moyen, c'est peut-être l'occasion de féliciter, les autres le disent très souvent en début, dans leur première prise de parole, mais de féliciter le promoteur, je le dis rarement, peut-être parce que je le gardais pour ces événements-ci, et le dirigeant de cette chaîne, qui ont compris subtilement le rôle de la télévision dans l'édification, la construction des masses. C'est particulièrement important. La télévision est un outil puissant. J'ai coutume de dire, c'est l'arme la plus puissante qui a été fabriquée à la surface de la Terre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est que comme ça qu'on va réussir. Ça ne se fera pas comme la croissance du champignon, mais progressivement, nous allons réussir à planter, à semer la graine de la conviction politique et idéologique dans le cerveau des masses africaines. Et puis progressivement, nous l'espérons, compter sur on en parle tous les jours ici, ce vent d'Est qui fait souffler, qui fait naître un nouveau type de leadership intermédiaire en Afrique. Il y a des jeunes, on a parlé de Sonko, on a parlé de Nasra, et d'autres encore. Il y a des jeunes qui arrivent et je l'espère qu'ils vont pouvoir compter sur le travail d'édification, d'éducation, et que la rencontre entre ces deux énergies donnera à l'Afrique le moyen de mettre à la tête de nos États des gens qui ont le souci de l'Afrique et qui effectivement savent qu'ils peuvent compter sur leur population pour tenir tête à ces puissances prédatrices de l'économie néolibérale qui est en train de gangréner le monde en ce moment. Justement. Alors, juste question de volonté, ils sont morts de trouille, ceux-là qui acceptent d'être corrompus. Peuvent-ils faire seulement autrement, Parfait Ndom? Tout à l'heure, j'ai écouté Maître Franklin et je me suis dit, mais attends, il y a peut-être temps qu'on essaie de mettre les pieds dans le plat, si je peux le dire ainsi. Premièrement, chaque fois que nous avons des événements comme celle qui arrive, ce n'est pas pour dédouaner la responsabilité de nos dirigeants, pas du tout. D'accord. Mais il faut toujours faire l'effort de faire l'analyse du big picture. Holistique de la situation. Passion Parfait Ndom, à la place des dirigeants, du dirigeant de la SNH à l'époque, n'aurait pas accepté ces pots de vin. Non. La structure du système politique qui dirige le Cameroun ne pouvait que prêter à ça. Ne pouvait que prêter à ça. Absolument. Notre pays, il s'est constitué comment? Absolument. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça que je parle souvent de deux contradictions. En fait, l'Afrique, aujourd'hui, fait face à deux contradictions. La contradiction première, c'est le rapport que nous avons avec cette historique. Contradiction historique. J'appelle ça souvent le contentieux historique. D'accord. La contradiction secondaire, c'est nos dirigeants immédiats, là, que j'appelle les dirigeants du moment. La manière dont ils ont été façonnés. Mais surtout l'avantrisme qui est leur face
aux intérêts. Il a été étrangers. labellisé, hein, ce mot, finalement. Ah oui. Ouais, le parventisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas preuve d'un minimum de responsabilité et de courage. Ils n'ont pas d'ambition pour notre propre. Vous dites qu'ils ne sont pas comptables. S'il est avéré qu'il y a eu fait de corruption, ils ne sont pas comptables de ces faits de corruption. Mais comment on peut le dire? C'est-à-dire que ce sont des résidus tout Dans la normaux vie, on fait toujours des choix. Soit on fait le choix de la collaboration, soit on fait le choix du refus, quoi que cela puisse vous en coûter. D'autant plus qu'on a des exemples sur le continent qui ont fait ce choix-là. Donc il ne faut pas donner l'impression que ce choix-là est impossible. Il est possible. D'accord. Mais j'ai voulu en venir pour vous dire, faisons attention, nous aussi. Parce que ce n'est pas pour battre en brèche ou bien essayer d'évaluer le travail de Maître Akere. Mais ça veut dire que faisons attention. Les événements comme cela ne surgissent pas dans un environnement particulier comme ça au hasard. Il y a toujours des intentions bien cachées derrière. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous connaissez le mania de football, l'oligarque russe Abramovich. Roman Abramovich. Il a été longtemps le chouchou des bien-pensants et de la classe forte de la finance anglaise. Bien sûr. Il était de grand patron du club Chelsea. Est-ce que pendant tout ce moment-là, où il n'y avait pas encore la crise ukrainienne, là, quelqu'un vous a dit un jour qu'Abramovich avait traîné des casseroles? Non. Mais depuis que la crise ukrainienne s'est déclenchée, et que Abramovich a refusé de condamner, comme l'ont suscité les pays occidentaux, Poutine et sa partie, la Russie, subitement, on a déterré les affaires que personne ne pouvait imaginer. Oh, c'est un brigand. Oh, c'est quelqu'un qui a fait comme ça. Il a tué des gens. On a commencé à l'appeler le sulfureux oligarque. Voilà. On a ajouté sulfureux. Sulfureux. On a contraint à vendre son club. On a confisqué son yacht. On a deux de ses avions. Un Grumman et un Dreamliner. Et un yacht. Et le yacht, Roman Abramovich a finalement, c'est-à-dire que ce type qui était respecté partout, on le découvre, n'est-ce pas, maintenant tous les démons. Aujourd'hui. D'accord. Quelle est la lecture justement La lecture, c'est que rien ne se fait hasard. Dans la confrontation, là, dans le jeu des confrontations mondiales, là, rien ne se fait hasard. Et c'est pour ça que je vous dis, nos États ne peuvent pas résister à cette... On ne peut pas jouer dans cette tatami-là. On n'a pas l'épaisseur. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas prêt d'être moins corrompu, on n'est pas sorti de l'auberge tant que nous ne mettons pas en place des mécanismes pour créer un nouveau paradigme. Que sont-ils? Que sont-ils ces mécanismes? Premièrement, l'organisation. Il faut qu'on commence à organiser nos sociétés. Et ça commence par la base. Ça commence par le quartier. Ça commence comme le mien. J'ai dit aux jeunes, bravo. Tout à l'heure, là, moi, je suis à Lubaba, il y a eu, au niveau des dépôts de planches, il y a eu un feu pas possible là-bas aujourd'hui, depuis 2h du matin, je suis dehors, hein. Mais j'ai vu tous les jeunes sortir, en attendant que les sapeurs et les pompiers arrivent, se donner la main pour essayer de contenir les flammes. Je dis, mais voilà, mais ne vous limitez pas ici. Organisez-vous dans tous les domaines. Les flammes sont partout. Les flammes sont partout. C'est quand nous allons avoir ce réflexe en invitant par certains domaines de la société, de la vie et de notre vie, que justement on va finir par créer cette masse critique qui va nous permettre, même s'il faut aller aux élections, de pouvoir mettre à la tête de nos États de véritables patriotes, qui travailleront de pour véritables nationalistes qui pensent, de véritables panafricains qui pourront penser non seulement la défense de nos intérêts, individuellement plus dans nos États, mais collectivement sur le plan, n'est-ce pas, au moins sur le régional, mais surtout continental. D'accord. Tant qu'on ne recrée pas ce nouveau paradigme et qu'on laisse le système france-africain, comme c'est le cas pour les pays sous domination de France CFA, continuer en roue libre comme ça, son avancée, et évidemment, on ne pourra qu'avoir des fonctionnaires corrompus plus amènes, n'est-ce pas, à accepter les pots de vin, pour jouer contre ses propres intérêts, les intérêts de son peuple, et de temps en temps, voir quelqu'un qui sort de Washington, de New York, pour nous dire, vous savez, Rim, c'est un gros corrompu, dans le contrat qu'il avait signé avec Glencore, en réalité, il avait touché des pots de vin. Pourquoi? Parce qu'on veut affaiblir le régime de Yaoundé, le régime de Kinshasa, le régime de, je ne sais pas où. Et non par bonté d'âme ou par... oui, les chantages. Quand vous réalisez, n'est-ce pas, comment dire ça, les notes du Sénat, depuis les années 75, ils ont dit,
le Moyen-Orient commence à être un peu... Il faut qu'on mette au niveau du Golfe de Guinée des États qui nous sont soumis de telle manière qu'on puisse ponctionner 25% de nos besoins en pétrole de cette région. Donc, si les gens ont ce projet-là, vous pensez qu'ils vont accepter qu'il y a encore de nouveaux Sankara et de Lumba à la tête de nos États? Non. C'est au peuple de se mettre au boulot, de travailler, et cela passe par cette prise de conscience que tout à l'heure Franklin disait. Et c'est ça le rôle de votre plateau. Votre plateau, il a un rôle pédagogique, éminemment pédagogique, pour que les gens se rendent compte que, mais là où nous allons dans un cul-de-sac. On ne peut pas tirer nos peuples vers le haut avec des systèmes là qui nous dominent actuellement, avec le type d'élites qui sont aux affaires. Il faut que si ces élites sont incapables d'opérer de véritables mutations, il ne faut jamais désespérer l'homme. Il faut justement qu'on les dégage de là et qu'on crée, n'est-ce pas, enfin, des institutions à la tête desquelles on aurait de véritables Africains qui sont prêts à protéger les intérêts de notre continent et de leur peuple. Et cela est possible. Ce n'est pas de la magie. Cela est possible. Si les Chinois l'ont fait, si les Russes l'ont fait, si même certains pays, on le voit au Moyen-Orient comme l'Iran, on peut le faire. On peut dire que c'est une théocratie, comme vous dites comme vous voulez, mais ces gens-là, ils savent protéger leurs intérêts. Ici, chez nous, je sors par là. J'ai des amis qui sont en Australie, mes amis d'enfance. Ils m'ont dit, mais parfait, tout le temps, on t'entend parler de la franc-maçonnerie, franc-maçonnerie, mais bon, mais parfait, ils me disent, bon, nous sommes des maçons. Mais sauf que votre maçonnerie, là, sous les tropiques, là, au Cameroun, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie que nous pratiquons chez nous. Je dis, comment? Il dit que chez vous, c'est la sorcellerie. Comment des gens qui sont dans un ordre soi-disant des Lumières, qui ont été à la base d'un certain développement en Occident, mais arrivé chez nous, ça devient de l'obscurantisme. De l'obscurantisme. Ils disent que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il m'a dit, parfait, s'il te plaît, tant que tu es chez nous dans nos pays, quels qu'en soient les offres mirobolants qu'on peut te faire, ne rentre pas dans ce secte-là. Ce secte-là, c'est le démon. D'accord. C'est-à-dire que c'est les amis qui me le disent. C'est pour vous dire que je peux prendre même le mauvais côté de l'affaire. Vous savez, vous connaissez ma position par rapport, n'est-ce pas, à ces loges mystico-religieux. Très clairement. Oui, je suis radical là-dessus. Mais c'est pour vous dire jusqu'où la bêtise humaine peut être poussée le plus loin possible quand nous sommes dans cette espèce que j'appelle le cœur des ténèbres, qui est le Golfe de Guinée. C'est-à-dire qui devait être de véritables paradis sur terre, mais où, comme le dit Bénédicte, les enfants peinent à vivre encore, des familles entières avec $1 par jour, c'est tout ça pas scandaleux. Comment peut-on se mourir sur une terre pleine de vie? Alors en 2006, au Cameroun, l'État camerounais, sous l'égide du Premier ministre Ephraim Inoni, crée un mécanisme ou un organe censé lutter justement contre la corruption. On l'appelle Opération Épervier. Dans les serres du rapace se retrouvent plein d'hommes d'affaires qui, selon la justice, ont été indélicats justement avec les propriétés étatiques. Dans la même année, un autre organisme voit le jour également. Il se fait appeler CONAC, comme entendu, Commission nationale anticorruption. À l'auscultation aujourd'hui, à l'autopsie, même s'il n'est pas encore mort, que peut-on dire justement de ces organismes? Est-ce véritablement une volonté du gouvernement de lutter contre la corruption ou alors c'est de la poudre aux yeux? Ben, écoutez, il y a une volonté politique. Elle est quand même louable. C'est-à-dire que les deux organismes sont le reflet d'une volonté de lutter contre... Oui, c'est vrai. Tout ça s'est créé pourquoi? Parce que le Cameroun est en train de être doublement champion du monde en corruption. C'est après ces résultats que on nous... D'ailleurs, il faut préciser qu'en 2006, l'opération Épervier voit le jour sous la pression justement des bailleurs de fonds. C'est un détail qu'il faut... Tu sais comment on a fait pour ne plus figurer dans ce palmarès très élogieux? Bien sûr. Le fondateur de cette affaire-là est venu au Cameroun. Il est passé par le bureau du Premier ministre camerounais. Au sortir de cette audience, il avait le sourire qui arrivait au niveau des oreilles. On n'a plus jamais parlé de Cameroun. Vous voyez donc, même ces institutions-là sont des gens qui combattent la corruption. Qu'est-ce à dire? Passion parfaite. Ça reste dans une métaphore filée. On a peut-être corrompu pour sortir. Les Sambajors étaient passés par là. On a peut-être corrompu pour sortir de la liste des pays corrompus. Mais allez-y. Prenez le seul exemple. En Guinée équatoriale, bien mal acquis, n'est-ce pas? C'est des ONG qui décident. Mais c'est eux qui récupèrent encore l'argent des biens mal acquis. C'est-à-dire quand le jugement est rendu en France, les ONG bénéficient de l'argent. Ah, vous défendez le peuple, n'est-ce pas? On dit non, le vice-président de la République de Guinée équatoriale a des biens mal acquis, vous les récupérez, vous vendez et vous redonnez l'argent à des institutions, à ces ONG qui ont dénoncé.
Au lieu de remettre, vous dites que c'est un bien mal acquis au peuple, non? Au peuple de Guinée. Pourquoi vous ne retournez pas simplement cet argent en Guinée équatoriale? Comme ce n'est pas l'objectif, on sait de quoi il s'agit. Je réponds à votre question, Rim. Il y a une bonne volonté, n'est-ce pas, de combattre la corruption, de faire ceci. C'est bien. Mais la corruption est un virus. La corruption est un virus. Et pour qu'un virus puisse être combattu, il faut avoir les globules blancs, les globules rouges bien forts et bien dodus pour extirper ce virus de votre corps. Si le virus est déjà ancré dans votre corps, quand Parfait parlait tout à l'heure, deux illustrations me sont venues à la tête, à l'esprit. Vous savez que Oumiobe a été arrêté, amené au palais. Oumiobe a été arrêté, on l'a amené au palais, on dit bon, ok, vraiment arrête la guerre, arrête le combat et tout, on va te donner le pouvoir. Vous savez la condition à laquelle on lui a dit que pour qu'on te donne le pouvoir, il faut faire? Dites-nous. Je ne dis rien. Il a refusé. Il a dit, je ne peux pas prendre la direction du Cameroun à cet état, dans cette posture. On ne sait pas, il a disparu après. C'est là où on est venu dire que bon, on l'a attrapé là quelque part, mais on sait où il est parti. Ça, c'est la première illustration. Deuxième illustration. Un ancien premier ministre camerounais de l'époque. On l'appelle, on lui dit bon, ok, c'est à toi qu'on va donner le pouvoir. Il est très content. Et on lui dit, bon, ok, viens le soir, réunion de nuit. On va voir, on va régler le problème pour qu'on te passe le pouvoir. Et quelqu'un lui souffle à l'oreille que, où tu parles, c'est que c'est toi qui vas devenir Jacqueline. Donc Jacques va devenir Jacqueline. Suivez mon regard, c'est pour un peu pour ne pas blesser la sensibilité des gens qui nous écoutent ce matin. Parce qu'il y a des moments où il faut le dire cru. Mais aujourd'hui, on utilise quand même. Donc, pour que on te donne le pouvoir, il faut que tu quittes de Jacques à Jacqueline. Et quelqu'un lui a soufflé ça. Première des choses, il est allé au sel. Il n'a pas nettoyé le derrière. Donc, c'est resté tout sale. Ou bien la nettoyer avec les feuilles du village. Non, le faisait à l'époque. je dis bien. Il l'a gardé à l'état de nature. Voilà, à l'état de nature. Et quand il arrive, on lui dit que bon, voilà la condition pour que tu prennes le pouvoir. Il n'a pas refusé, il a dit bon, ok. Et quand la personne a dit, il a commencé à dire, c'est ça, il faut rentrer. Il dit, mais attends un peu. Donc tu pensais que moi je fais ça à Jacqueline. C'est moi maintenant qui dois prendre la place de Jacqueline. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez que notre pays, nos États, la plupart des personnes qui ont hérité du pouvoir ont hérité des rituels démoniaques. Et ce n'est que normal que nous puissions vivre que de la corruption. Que nous puissions, nos États sont gangrénés. Ça, c'est seulement l'exemple du Cameroun. Vous n'allez pas aller ailleurs. Le système ojulatiste est extrêmement puissant. C'est ce pacte ojulatiste-là qui maintient nos États dans la corruption. Et il faut véritablement que le peuple se lève pour dire non à ça. La plupart de l'élite qui contrôle les sphères de l'État sont dans le système ojulatiste. Et ils ne font que se reproduire. Ne font que se reproduire. Et la plupart des multinationales ne viennent que dans cette optique-là. De reproduction de l'ojulatisme. De la reproduction de la corruption. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est là. C'est là. Donc quand vous regardez, il ne peut pas avoir de révolution du peuple sans révolution spirituelle. Il faut une révolution spirituelle du peuple. Parce qu'en réalité, on a fait croire au peuple, aux gens, à une certaine élite, que non. Pour avoir le pouvoir, il faut partisan avec le diable. Comme si la politique, c'est seulement diabolique. Non, la politique n'est pas seulement diabolique. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre des dispositions nécessaires pour le bien-être de la population. D'accord. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont même pas d'abord dans le bien-être, malgré. J'ai des témoignages. Ce n'est pas que des personnes qui ont fait des aveux. Vous comprenez un peu? Il dit, mais on souffre. En fait, ils sont les plus malheureux. Il paraît que Lady Pons en train de se plaindre ce jour-ci. Elle dit qu'elle n'est pas heureuse dans le métier qu'elle a choisi par famine. Elle a fait une interview. Une sortie assez remarquée. Alors, comment faire pour aller au-delà de la volonté? Vous avez admis qu'il y a une volonté réelle d'élaguer justement le problème de la corruption. Comment faire pour aller au-delà de la volonté et traduire dans les faits justement cette volonté? Tout le monde est unanime ici. On a parlé du peuple.
Parfait a pris une illustration. Le feu qui a pris à Lok-Baba, les jeunes se sont mis ensemble pour éteindre le feu. Le feu de la corruption est en train d'embraser le Cameroun, l'Afrique. Le feu de la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cette jeunesse. Quelqu'un citait des exemples de jeunes Sonko et tout. Donc vous ne citez pas Béné Chris. Vous ne citez pas Fanga. Par exemple. Mais non, il faut nous citer. Oui. Il faut citer des jeunes Africains qui se démarquent, qui présentent à la face du monde un nouveau visage pour leur dire. Parce que j'ai fait un post sur Facebook en disant que mais pourquoi Macron ne croise que des gens comme ça? Pourquoi il ne peut pas croiser Fanga? Pourquoi il ne peut pas croiser Béné Chris au hasard? Un maître, pourquoi il ne peut pas te croiser aussi au hasard comme ça là? Que le hasard arrive, pourquoi on discute des problèmes de l'Afrique, des pays comme le Cameroun ou bien du Congo et tout le reste là? Parce que si un seul instant, au fur et à mesure, il ne croise au hasard que les calibros Coludra, Calabra, ou je ne sais pas quoi, et les Wilfried de Kanga, il ne croise pas les vrais Africains qui peuvent le regarder droit dans les yeux et lui dire que mais non, c'est toi le plus grand destructeur de notre pays, de nos États. La France est le plus gros problème de nos États. Si on estime ce virus de nos États, c'est clair, c'est fini. Et ce n'est que le peuple qui peut le faire. Parce qu'en réalité, ne comptez pas sur nos dirigeants. Ils vont se repentir derrière, mais ils ne vont jamais aller au front. C'est pour ça que les Thomas Sankara ont été tués, les Oumyombe ont été tués. C'est pour ça que tous les plus grands héros africains ont été tués. Et c'est pour ça que attendez-vous à un nouveau vent. Merci. Des leaders vont sortir de nulle part. Vous comprenez un peu? Ils ne vont pas sortir de l'établissement là. Les gens, ils ont mis leur fils à l'ENAM, à l'OCUS, machin. Ils occupent toutes les fonctions. Ils pensent que non. Ils vont se reproduire au travers de leurs fils qui sont les sous-préfets, gouverneurs aujourd'hui. Comment imaginez-vous dans un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas? On n'a rien à... Ils sont intelligents, ils vont aussi à l'école. On n'a pas dit qu'ils ne doivent pas occuper des fonctions. Mais comment est-ce possible, n'est-ce pas, dans un pays comme le Cameroun? Au moins 10 ministres que je connais, leurs fils sont préfets, sous-préfets, administrateurs. Donc, ils ont occupé toutes les fonctions. Donc, tu vois déjà que dans tous ces gemmes, d'ailleurs, le Cameroun fonctionne comme ça. C'est les grandes familles qui dirigent le Cameroun. Les Mouna sont là depuis une cinquantaine d'années. Les Talbama sont là depuis. Les Mé sont là depuis. Donc, vous allez retrouver que dans tout le Cameroun, les grandes familles sont installées et c'est eux qui dirigent le pouvoir. C'est eux qui ont tous les partis du pouvoir. Même à Kere Mounako dont vous parlez là, qui est l'initiateur, il était à Transparency International. Bien sûr. Alors, Christian Fanga est-il en train de dire que s'il était aux affaires, il ouvrirait le champ et ne privilégierait pas ses enfants, forcément, c'est ça? Mais, mon cher ami, première des choses, il faut d'abord comprendre que l'intérêt général, nous sommes là pour l'intérêt général. D'accord. Si nous étions là pour les intérêts particuliers, nous ne serons pas ici. Et si leurs enfants protégeaient l'intérêt général? Sauf à leur faire un procès en sorcellerie. Non, on ne les fait pas. C'est pour ça que j'ai dit que je ne dénie pas leurs compétences, n'est-ce pas, leur qualité de devenir sous-préfet ou bien. Mais c'est quand même, c'est un peu de trop de retrouver le fils de Sadi sous-préfet, le fils de Mbongo sous-préfet, le fils de Famendongo sous-préfet. Vous allez retrouver, ils sont un peu partout comme ça, préfet, sous-préfet, directeur. Vous allez retrouver partout. Mais les fils des autres n'ont pas aussi fait les NAM. On vous comprend et on vous a compris. Christian Fanga, on a compris. C'est que de manière exceptionnelle, justement, ce sont ces rejetons là qui sont aux affaires. C'est tout. Est-ce que le Cameroun, qui a 30 millions d'habitants, n'a pas d'autre cerveau capable d'être à ses affaires? Voilà devrait-on quand même les juger à l'orée de leur nom ou de leurs compétences? Allez, merci. Docteur Béné Chris, on est en train de ressortir. Pensez-vous que la population ou ce peuple qu'on appelle de tous nos voeux en Afrique est-il suffisamment prêt, justement, pris individuellement pour lutter contre la corruption? C'est vrai, on tire sur l'élite, mais au niveau local, et Passion Parfait Ndomé aller jusqu'à la base même, dans nos familles, est-ce que personnellement, on est contre la corruption même au quotidien pour l'avènement d'un peuple Vous avez posé fort. Une question qu'il faut répondre de manière personnelle. Personnellement, en 2006, Joseph Kabila signe le décret pour rétrocéder le Congo sous tutelle des Nations Unies. Mais il ne le dit pas formellement qu'il va rétrocéder les Congo sous tutelle des Nations Unies. Il parle d'une intervention onusienne pour lutter contre soi-disant les bandes extérieures. Mais dans le fait, dans la réalité cachée au peuple, c'était placer le Congo sous tutelle des Nations Unies. Ce qui voudrait dire que l'État congolais n'existait plus. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le fait. Le MINUSCO est là. Je me suis levé. Nous avons mobilisé les peuples.
Les gens sont sortis en rue pour dire non, nous avons été arrêtés. Mais en prison, on est venu nous voir. Pour nous dire que non, vous voyez, c'est l'ONU qui peut aider ces grands pays, vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas ceci, tout. Vous voyez, et tout. Ça dit que, je ne vais pas citer le nom des gens, ce n'est pas des blancs. Ce sont nos propres frères qui viennent nous raconter ce genre de choses. Vous voyez, tu vois, mon frère, tu gagnes quoi? Tu as quelle maison? Tu as quelle voiture? Vous voyez un peu, hein, mon frère. Hein, voilà, il y a ça. Hein, les voyages en Europe, tu es à l'aise. Tu peux devenir, tu peux faire carrière politique. Si vous avez en face une élite comme ça, mon frère, et vous avez de l'autre côté une jeunesse désœuvrée, abandonnée à elle-même, mais vous pensez que la corruption ne peut pas grandir? Ça ne peut qu'elle grandir. Mais bien sûr. Puisque moi j'ai dit à ces gens-là, j'ai demandé où est passé le sang de Lumumba. Il dit que les gars sont partis, ils sont plus jamais venus me voir. Deux matins, on m'a fait sortir avec mandat d'expulsion. Sort du territoire national. Et l'autre me prend pour me supplier, dit petit frère, sors. Tu ne voulais bien venir ici. Sors. L'ONU est arrivé au Congo. Malheureusement, le mouvement a pris. Donc, dites-vous que ne pensons pas que toute l'Afrique est corruptible. Non, monsieur. J'ai aimé l'un de mes amis qui parle de il y a corruption quand vous êtes corruptible. Donc, il y a néocolonialisme parce qu'il y a la néocolonisabilité des Africains. Il y a une prédisposition. Une prédisposition à subir les affres de la corruption et de la domination de l'autre. Mais mon frère, j'ai refusé. Mais la plupart, la masse non corruptible la plupart de ces Tintin, elle est critique aujourd'hui. Ah bon? Est critique aujourd'hui, elle fait trembler l'establishment. Un rapport a dévoilé le montant que le président, l'un des anciens présidents français avait caché à l'étranger. Voilà. C'était 300 000 €. Et un deuxième compte avec je ne sais combien. Même quand tu veux voler, tu voles la quantité qui va te suffire pour vivre un peu bien. Je veux dire ça de façon triviale comme ça. C'est-à-dire que le problème chez nous, c'est ces gars n'ont plus beaucoup de boulot parce que nous, on les attend même. J'ai le sentiment qu'il y a chez nous, le grand frère l'a évoqué tout à l'heure, c'est que dans les systèmes de cooptation néocoloniaux, on a préparé on a mis à la tête de nos États en général des gens qui sont dans l'attente de ça. C'est-à-dire qu'ils attendent ça. C'est comme s'ils ne vivent que pour ça. Alors, est-ce que les conditions dans lesquelles... Oui, justement, je veux lui... Pour qu'il ne prenne plus la parole jusqu'à la fin. C'est son dernier temps de parole. Ah bon? Est-ce que les conditions dans lesquelles, justement, les Africains végètent aujourd'hui, la jeunesse en particulier, ne créent pas mais quand vous avez lu le Prince de Machiavel, vous savez qu'il faut affamer les gens. Alors, est-ce qu'on peut donc rêver d'une Afrique de demain sans corruption avec les conditions dans lesquelles les Africains vivent aujourd'hui? Il faut aussi savoir que dans la science des peuples, c'est lorsque le peuple commence à avoir de moins en moins de possibilités de s'en sortir qu'il va chercher les solutions. Donc, les gens qui dirigent les pays d'Afrique doivent savoir que, à force de tout retirer au peuple pour continuer de les maintenir dans une situation de paupérisation qui garantit leur position de domination, ils vont les pousser à l'autre extrémité. Ils vont les pousser au réveil. Parce que s'ils avaient ne serait-ce que le minimum, eh bien, ils s'en contenteraient et ne regarderaient rien. Mais le fait d'avoir faim, ça va les pousser. Mais avant de revenir à ça, je voudrais dire quelque chose. Tout à l'heure, on a élaboré les responsabilités des États. Moi, je crois qu'il y a quand même un moment où il faut utiliser ce qui est là. Les États-Unis ont lancé une procédure. Les États d'Africains concernés, s'ils voulaient vraiment travailler, ne serait-ce que donner le change, les institutions judiciaires de nos pays, de ces pays-là, Gabon, Cameroun, Congo, auraient dû mettre en branle des procédures, quitte à aboutir à des conclusions qui vont défavoriser les conclusions qui vont être prises alors que nous, on a trouvé chez nous aucune preuve que c'est fait. Ne serait-ce que pour casser, couper le lien.
que ces gars veulent établir avec nos pays pour pouvoir venir encore puiser davantage. Oh, mais il fallait quand même faire quelque chose. Le mutisme général qui consiste à laisser dire l'ancien directeur de la Sonara, le directeur de la SNI et ainsi de suite, le fait de les laisser dire, faire des communiqués, ça n'a pas de valeur juridique, ça n'a pas de valeur judiciaire. C'est un communiqué qui s'adresse même seulement aux organisations internationales, sans que jamais le pouvoir judiciaire au Cameroun ne s'imprègne, ne prenne ça à bras le corps ou bien l'exécutif au plus haut sommet. Je crois qu'on devrait faire ça. Et puis, le peuple a faim. Mais il n'a pas faim que de nourriture. Et cette dernière décennie en Afrique montre très bien que le peuple n'a plus faim seulement que de nourriture. Il commence à avoir faim d'autres choses. On commence... Internet a aidé les gens. Hein? Internet a brisé les frontières de la distance. Donc on voit très bien ce qui se passe ailleurs. Et les peuples, l'exode massif des jeunes diplômés d'Afrique vers les pays, non plus seulement d'Europe, mais d'Orient, est en train d'avoir un effet en Afrique. Ceux qui sont en Europe et aux États-Unis ramènent l'organisation sociale. C'est-à-dire qu'il y a quand même un traitement social, un rapport aux politiques qui est un rapport moins avilissant. C'est-à-dire que le politicien respecte, il a peur quand même de l'opinion publique, qui parle aux citoyens avec un peu plus de déférence et de respect. Ceux qui sont en Europe et en Amérique ramènent ça. Ceux qui sont en Orient ramènent l'expertise technique. C'est-à-dire que il y a l'expertise technique moins chère là-bas. Et donc, du coup, il y a la possibilité de fabriquer des machines, de ramener des machines d'Asie et de lancer des petits processus qui, mis ensemble, vont être dévastateurs pour nos dirigeants. Donc, c'est l'occasion, cette émission, de rappeler nos dirigeants. Moi, je le réitère. Ça peut paraître naïf, mais je choisis ça ce matin. Je rappelle que il ne faut pas désespérer de la capacité de l'humain à changer. Nos dirigeants, après 10, 20 ans, 30 ans, tous ces pays cités-là, c'est des pays dans lesquels le Cameroun, le Gabon, le Congo, c'est des pays qui ont 20 ans de gouvernance par les mêmes personnes. Là où les mêmes personnes. C'est-à-dire que... Et de manière médiocre. On est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant que ils sortent, maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils ont peut-être là le moyen et les coups pour gagner d'entrer dans l'histoire de changer quelque chose, de faire bouger les lignes. Je ne sais pas si on se comprend. De faire bouger les lignes. Donc je ne désespère pas. Je leur rappelle simplement que l'Afrique se souviendra d'eux. Et que finalement, quand on a dirigé un État, on aspire à rester dans les livres. C'est pas comme monsieur tout le monde qui meurt et qui est oublié ou dont on ne pense que les gens de sa famille. Les dirigeants d'un pays ont vocation à se rappeler que l'histoire parlera toujours d'eux. Quelle page veulent-ils occuper? Les pages principales ou les marges des livres d'histoire de leur pays. Parce que finalement, en ce qui les concerne, c'est ce qui se joue. Et les populations doivent intégrer que si on pense pour vous, sans vous, on pense contre vous. Les populations doivent se mettre au travail. Les populations doivent faire les choix d'émission. Je dis c'est banal, ça commence par des choses simples. Les livres qu'on lit. Chaque page qu'on lit, chaque personne qu'on écoute, il faut faire le choix. Il faut faire ce choix-là d'orientation idéologique, d'orientation personnelle, de choix, d'approche, de comportement vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout vis-à-vis de nous. Il faut qu'on sorte, et je sors par là, définitivement, il faut qu'on sorte des clivages institutionnels qu'on nous impose, les clivages ethniques. Quand vous lisez les mémoires de Gaulle, il dit ça dedans. Nous avons disposé ces pays-là, les frontières internationales et les frontières nationales, la disposition des peuples ont été faites de façon à ce qu'ils ne s'en sortent jamais, qu'ils soient tellement occupés à régler les problèmes internes qu'ils ne s'occupent jamais de nous. Voilà pourquoi les Africains sont exclus des batailles géostratégiques, parce qu'ils passent le temps à se rappeler, par exemple, pour ceux qui sont du Cameroun, qui est Bamileke et qui ne l'est pas. Je pose la question ici. Quand vous allez à l'hôpital, qui a déjà demandé l'ethnie de son médecin? Quand vous inscrivez votre enfant à l'école, qui a déjà demandé l'ethnie de la maîtresse? C'est vrai pour là-bas, ça pourrait être vrai pour tout. Il faut qu'on sorte des petites divisions inutiles dans lesquelles on nous a vers lesquelles on nous a orientés. Mais je choisis toujours de dire vers lesquelles on s'est laissé aller et qui sont dommageables pour la construction d'une cohésion nationale qui, elle, va servir parce que elle va servir à fabriquer les États fédérés
que le grand frère Patient Parfendom appelle de tous ses voeux tous les jours sur ce plateau. Merci Patient, merci Maître Franklin. Un appel donc à la conscience personnelle et vous reprenez par là. Oui, par là que je vais aussi chuter. Je prends la vie de chaque jour. J'étais hier avec 2 personnes dans le cadre de mon ouvrage. Je suis en train de faire mes petites recherches à mon niveau. Et une femme me dit, je ne cite pas le nom de l'entreprise, elle a un diplôme, elle est camerounaise, elle a un diplôme, mais on l'exige de passer sur la table pour obtenir un poste. Voyez-vous? Et elle est mariée. Elle ne veut pas s'asseoir sur la table? Elle me dit, pour ne rien elle ne veut pas arrêter la table. Ah, okay. Pour ne rien au monde, écoute ce qu'elle me dit, pour ne rien au monde, je veux mettre mon corps comme une monnaie d'échange pour obtenir quelque chose. Parce que ça me va de mon identité et de mes convictions personnelles. Je suis à la maison, je vends mon pain. Et je mange son pain chaque matin. Je prends son pain, haricots, beignets ou la peau, je mange. Donc elle me dit ça, mais une belle femme. Elle a un diplôme plus élevé pour travailler, mais voilà les conditions dans lesquelles nos pays fonctionnent pour brimer les intelligences du pays. Et cette femme n'est pas prête. Donc, c'était pour nous dire que, sur le plan individuel, oui, je vous dis qu'il y a une frange de la population africaine qui est prête, qui refuse la corruption, qui, contre vents et marées, n'acceptera pas le système imposé par ces dépravés mentaux, ces malades mentaux qui ont transformé Jacques en Jacqueline. L'autre, dans une société de communication ici, un ingénieur, un gars qui est intelligent, on l'exige de devenir Jacqueline pour obtenir des avantages. Il m'a dit, grand, mais ces gens-là sont fous. Mais je ne peux pas m'imaginer. Mais ils sont fous. Voyez-vous? Donc, c'était pour te dire que, mon ami, la jeunesse africaine est en train de comprendre. Que tous ces gens-là, les bonheurs, ce n'est pas les billets de banque. Ce n'est pas au nom des billets de banque qu'on sera heureux. Non, non, non. L'Africain ne doit pas vendre son âme à tout prix pour avoir un bout de pain. Non, monsieur, il faut travailler avec la sueur de ton front, avancer, garder les valeurs morales. Il y a un temps où l'histoire récompense ceux qui luttent pour les vraies choses. Peu importe le one-man show qu'on peut faire. Il y a un temps où l'histoire et les forces de la nature récompensent ceux qui incarnent les valeurs et qui peuvent servir à la continuité de la société. Voilà qui aurait été une conclusion excellente pour ce programme, mais Patient Parfendom n'a pas dit son dernier mot et on va justement lui permettre de le dire. Ce n'est donc pas un vœu pieux, une sollicitation de rêveur que de penser à une Afrique débarrassée de la corruption. Oui, mais il faut qu'on s'organise. Comme vous m'avez l'habitude de dire, organise, to organize, organize and organize. Il faut qu'on s'organise. La faiblesse de l'Afrique, c'est le manque d'organisation des différents démembrements de sa société. Vous savez, c'est dans l'organisation que naissent, vont foisonner les idées qui vont émerger et qui vont essayer de créer ce ciment-là dont nous avons besoin justement pour pouvoir mieux défendre nos intérêts. Je veux prendre des exemples qui paraissent banals, mais qui montrent les limites qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous avez un grand pays à côté de nous, le Nigeria. Vous savez pertinemment que quand le président Buhari est malade, il va se soigner à Londres. Oui. Ça ne vous interpelle pas? Vous voyez le niveau où nous sommes? Vous avez toujours le même Nigeria, pratiquement un tiers du pétrole nigérien est vendu en contrebande. Marché noir. Au large du Togo, on l'appelle le triangle du Togo, un tiers. Est-ce que les Américains et tout l'Occident ne voient pas? Vous savez ce qu'on appelle les tankers fantômes? C'est-à-dire que, nonobstant les accords, les contrats réels, il y a des tankers qui vont au large de nos côtes là, que ce soit en Angola, au Cameroun, au Congo, au Nigeria, un peu partout, ils siphonnent illégalement du pétrole, taxe ni vue ni connue. Il faut lire les histoires d'Elf. Ça vous donne le tournis. Quelqu'un me disait, il n'y a pas la plus grosse mafia que celle des hydrocarbures. Si vous mettez vos têtes là, on la coupe. Parce que, voilà, le monde, il est organisé comme ça. C'est pour cela que la jeunesse africaine, je me base beaucoup, je me tourne beaucoup plus vers elle. Pas parce que je ne fais pas confiance à des mutations qui peuvent permettre à l'homme de changer. Mais je me dis, c'est elle qui a la clé dans cette affaire-là. Le monde est en train de changer, tout le monde le voit. Et Franklin a raison. Avec Internet, on voit, on a les informations en temps réel. Hier, j'étais déjà au courant que les djihadistes ont frappé le Burkina Faso dans un village sans mort. Ouais.
ils ont la protection de vos armées occidentales. Hein. 100 morts dans un village. C'est eux qui financent. Liquidés. Ils veulent J'avais déjà l'information en temps réel. Je n'ai pas pu dormir avant que le feu me mette en maintienne plus éveillé que jamais. Plus que jamais. C'est vous dire les situations que les jeunes Africains voient. Ils sentent ça, ils vivent ça. Et ils se disent, comment est-ce possible, alors que nous sommes un continent béni des dieux, où en réalité, on devait vivre... Le Gabon, comment les Qataris vivent mieux que les Gabonais? C'est quelque chose que un cerveau normalement constitué ne peut pas s'expliquer. Le Gabon est 100 fois plus riche que le Qatar. Mais comment les Gabonais ont ce niveau de vie et les Qataris ont un autre... Et là, les voyages sont formateurs, surtout pour la jeunesse. C'est la jeunesse qui se balade à travers la planète. Ils voient d'autres réalités. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas certaines situations systémiques qui existent chez nous. Le fond du problème, mon cher ami, c'est d'embrasser notre avenir jusqu'au nous furieux, comme disait Césaire, quel qu'en soit ce que cela puisse nous coûter. Mais surtout, d'encourager, que ce soit les intellectuels, que ce soit les hommes politiques. Moi, je dis, même dans le gouvernement actuel, par exemple au Cameroun, il y a des gens qui font très bien le boulot. Qui font très bien le boulot. J'ai vu les attaques contre, par exemple, le directeur des impôts du Cameroun, alors que ce gars ne cherche qu'à moderniser, n'est-ce pas, son département, pour permettre à l'État d'engranger le maximum de collecte, n'est-ce pas, de finances publiques dont il est dédié comme travail. Donc, je dis qu'il y a des gens comme ça, et ils sont nombreux, que nos hommes d'affaires, ils poussent dans cette direction-là. Qu'ils financent les think tanks, les études de recherche, qu'ils donnent, je ne sais pas, des moyens pour que les manquements de l'État puissent légèrement être dilués. Mais que les gens arrêtent de penser qu'il n'y a qu'ailleurs qu'il y a le bonheur. Quand on a parlé tout à l'heure de la Guinée équatoriale, moi, j'ai beaucoup défendu la Guinée équatoriale. Mais en même temps, j'ai dit au vice-président Théodorin que, président, mais arrêtez. Vous achetez des voitures de luxe comme vous partez en Suisse. Ça vous sert à quoi? Même l'immeuble là, querellé là, au niveau de la France, ça sert à quoi à un pays comme la Guinée équatoriale? Il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi ne pas faire ces investissements ici en Afrique? Imaginons ces investissements au Cameroun. Combien d'emplois cela aurait pu créer? Et c'est comme ça que progressivement, justement parce que les gens sont dans des conditions décentes, parce qu'ils vivent mieux, ils vont mieux réfléchir aux conditions que nous devons tout faire pour installer chez nous, pour permettre justement à demain notre avenir. Cela permettrait de travailler à l'intégration sous-régionale. Voilà. Si les États commençaient à avoir des intérêts les uns dans le pays des autres, mais et bien ça commencerait à devenir inextricable. De rêver qu'il faut que j'ai des bêtes de fer à la main, j'ai des Lamborghini, à quoi ça sert? Vous avez vu les stades que Kabila construit en Tanzanie? Créons des situations, créons des moyens ici chez nous pour que nos peuples puissent se développer et vivre mieux. C'est l'exemple que les autres peuples nous montrent, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit au Brésil, que ce soit en Iran. Les autres nous montrent, en Inde, etc. etc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des cliniques camerounaises qui continuent de faire partie des malades pour aller se faire soigner en Inde. Et à moindre coût. Imaginons si le stade de Japon s'était appelé le stade Thomas Sankara. Je sors par là. Vous avez tous les grands projets, par exemple, on a des ingénieurs qui sortent tous les jours de nos écoles. On a le pont de Vourou, le second pont qu'on venait de construire. Mais je peux vous dire que c'est un compartiment du pont. À un moment donné, vous ne voyez aucun Camerounais autour quand il faut le faire. C'est eux qui sont là. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos écoles, quand je vous dis souvent qu'il faut qu'on domestique la science au sens large du terme, les gens font semblant de ne pas comprendre. Je vous le dis ce matin. Toutes nos confréries là, les Mbok, les machins trucs là, qui apprennent d'autres choses. Il faut que nos intellectuels de haut niveau, à partir d'un certain moment, nos confréries les prennent en main et leur apprennent d'autres types de sciences qui vont faire à ce que, quand nous sommes en difficulté, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est l'organisation, une fois de plus. Vous voyez que même si on rentre dans ce cas-là, l'organisation fait défaut. Parce que si ce truc-là se passe dans le Noun,
Ils ont là-bas leur confrérie. Il faut dire que nous avons des organisations, mais qui n'ont pas le poids d'intégrer ces intelligences. Ils font défaut parce qu'ils ne sont pas organisés dans ce sens-là. On les marginalise. Ils ne sont pas organisés dans ce sens-là. Il faut qu'ils s'organisent dans ce sens-là. Parce qu'eux aussi, ce sont des bataillons, armés dans cette guerre que nous livrons pour qu'on cache les chaînes de l'esclavage. Tous ces comportements-là. C'est pas le bataillon, c'est là-bas que ça doit, c'est de là que ça doit partir. Non, quand je dis, si c'est le bataillon, parce que j'estime que toi aussi, sur ce plateau, tu constitues l'élément d'un bataillon. De cette grande armée africaine qui doit se battre. C'est la base arrière alors. Les chaînes peut-être c'est le commandement, c'est le QG. Oui, c'est le quartier général. Allez, on a compris. Voilà, merci. Ce par quoi je sors, je dis, ce n'est pas. On doit aller au fin fond de Garoua. Ce n'est pas un horizon indépassable. Cette quête d'une Afrique où la corruption sera réduite à sa plus simple expression, c'est possible, à condition qu'on ait un peu de volonté et un peu de courage. Un peu de volonté, et un peu ça finirait. De courage. Ouais, on avait tracé la trajectoire et voilà, à l'arrivée, on l'a vu venir. Hein. C'est mon père qui dit que c'est à la racine qu'on voit que le piment sera rouge. Allez, bonjour justement à toi, papa. Nous sortons donc de cette émission. Merci d'être passé. Mais tu n'as pas pris la parole. Oh, tu as parlé. Bah-si, Christelle. Non, je voulais juste dire à mon ami. Il a pris la parole. Il a pris la parole. Il a pris la parole. Le fils de vous n'avez rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Et tu mais pourquoi je t'excuse? C'est mon ami. Il faut qu'il comprenne. Voilà. Non, que je n'ai rien contre lui. Ou bien ça dit mon cousin, je n'ai rien contre lui, contre eux. C'est pour juste dénoncer qu'il y a une situation qu'il faut régler dans nos disant. Non. C'est des amis. Je parle parce que je sais là en conséquence de quoi il s'agit. Donc, pour dire simplement que nous avons besoin d'un équilibre. Il faut que l'ascenseur social qui est monté redescende, prendre d'autres catégories de personnes. Donc, parce que tu ne veux plus qu'on continue à rédiger des lettres de la brasserie parce que maman est décédée. Passion parfaite. Donc, pour dire que l'ascension sociale aujourd'hui, il faut, nous, peu importe. C'est Franklin qui a dit tout à l'heure que les peuples africains souffrent de famine et quand vous affamez un peuple, il finit toujours par chercher autre chose aujourd'hui. C'est clair. Ils s'entrebouffent entre eux. Donc, l'histoire de laboratoire. Donc aujourd'hui, nous avons déjà constitué cette armée-là. Nous constituons déjà cette jeunesse qui va prendre le pouvoir. Ça, c'est automatique. Ça, que les gens se leurrent, que tous ceux qui se battent au niveau du sommet là, on va les dégager au moment venu, parce que nous avons déjà pris conscience dans tous nos États, on ne parle pas seulement de l'État du Cameroun, mais il y a une jeunesse qui est bien constituée, consciente, qui sait que l'avenir leur appartient et on va faire face aux Occidentaux. Du courage et de la volonté comme arme contre ses ennemis sempiternels pour venir à bout par exemple de la corruption qui faisait la problématique de ce matin. Chers messieurs, merci d'avoir édifié l'Afrique une fois, d'avoir répondu présent à cet appel qui devient aujourd'hui plus que jamais primordial sur ce nez impérieux. Patient parfait, Dr Benny Chris. Vous avez le papier de Lumumba. Avec tout son splendide. C'est clair. Christelle Fanga et Maître Franklin, vous faites partie justement de ces sarments dont les prémices de cette révolution regardent de l'au-delà et sourient en disant oui, nous avons laissé des personnes qui marcheront sur le sentier de cette liberté. Ce matin encore, nouvelle semaine, le soleil, le vrai, celui-là, des indépendances, mais pas que, celui du panafricanisme exacerbé, s'est levé sur DBS. Que la révolution soit. Demain est un rendez-vous, nous serons là.